Bonjour à tous et bienvenue sur ce EZODW podcast. Je suis en direct de la Maxland. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. Yo. Et aujourd'hui, on a un invité spécial. On a le vainqueur. Le vainqueur. Le man in drip. Le champion. Le drip too hard man. Wade. Yo tout le monde. Comment va? Moi ça va très bien et toi? Bah tu m'étonnes. Ah ouais, j'ai gagné. Tu peux gagner, ouais. Ah c'était chaud quand même, hein. Ouais, en plus avec le le petit problème technique, ouais. ça reset la hype que tu avais parce que tu étais bien parti en plus. Ah oui, non, mais j'étais dedans, j'étais là-bas pour plier ça en 3-1, 3-0, mais ça a reset un peu mon mental et bah, c'est pas grave, on fait avec, hein. Ouais. Ça arrive. Vous avez l'habitude de jouer ensemble, en général ça se passe comment au niveau C'est plus moi qui gagne, Ouais. j'ai plus l'avantage. Donc en soi j'étais confiant, mais le problème c'est que online et offline ça n'a rien à voir. Donc tu sais pas ce qui peut se passer offline. Exact. Vous jouez souvent online? Ouais. Tout le temps? Quasiment tout le temps. Genre on va dire j'ai un sparring partner avec qui je joue quasiment tous les jours, on va dire 8-9 heures par jour. Ah ouais. Et de temps en temps bah, je joue avec lui ou avec d'autres. Donc ça varie. Mais on joue beaucoup online. C'est avec qui que tu joues d'habitude? Wawa. Ah d'accord, ok. Parce que j'allais dire, ça se trouve, il y a un gars avec qui tu joues qui est super fort mais qui participe pas au tournoi. Oui, bah c'est les hidden boss comme on dit. C'est Wawa. C'est Wawa. C'est pas un boss caché lui. Ouais, non, tout le monde sait que c'est un boss. Bah, ce que j'aime bien dans la commune des BFZ, c'est que au final, quand on y pense, vous n'êtes pas nombreux. Non, on n'est pas beaucoup. Non, Exact. non. Mais vous avez continué à jouer quand le jeu commençait à avoir une baisse de popularité. Et vous avez joué entre vous, d'ailleurs. C'est ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir beaucoup de joueurs espagnols, allemands, anglais avec qui vous allez jouer, comme sur les autres jeux. Mais vous avez réussi à progresser ensemble. Est-ce que tu penses que c'est dû à quoi? C'est une volonté d'être les meilleurs? C'est le fait de vraiment adorer le jeu? Qu'est-ce qui vous a motivé et vous a poussé, vous a aidé à progresser autant? En fait, de base, c'est que tu vois, chaque jeu a son groupe de top players. Yes. Et nous, sur DBZ, c'est un peu différent parce que nous, nos top players, on est tous, on va dire, une grande famille. Ça veut dire que le groupe de top, on était un groupe de 6-7 personnes et on est tous comme des frères. Oui. Genre, on passe les vacances chez les uns chez les autres, on sort ensemble tout le temps. En fait, ça, on essaie de se voir tout le temps. Et au final, on est vraiment tous devenus super proches. Et un jour, on s'est dit, bah les gars, venez, faut qu'on devienne forts en fait. Genre, on a un bon niveau, pourquoi on serait pas les meilleurs du monde? On a dit bah vas-y go s'entraîner. Et pendant le tout début du confinement, on s'est entraîné, le début de la saison 3. Et on est arrivé à un niveau stratosphérique en fait. On arrive à un niveau de fou. Et là on s'est dit, ouais les gars là il y a moyen qu'on soit parmi les meilleurs du monde. Genre là on a un niveau vraiment incroyable, il faut qu'on teste ça. Et au final on a testé ça contre les Américains parce que bah ils ont parlé, etc. Et blabla, on a dit bah venez on organise ça. On leur a dit on a compris des choses sur le jeu que vous n'avez pas encore compris. Pour une fois c'était nous qui dictons la méta et pas les autres. D'habitude, c'est les Américains qui font la méta et nous, on suit tous et on s'adapte. Ouais. Là, pour une fois, c'est nous, on a créé une méta et bah, on leur a montré, ça a payé. Bah, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que par exemple aux États-Unis, ils s'est très porté sur UI Goku, alors qu'en France, on était porté sur Végéto. Non, c'est pas. Aux États-Unis, tu vois, ma team à moi, moi j'ai une team très américaine. Alors, peut-être, je veux dire, à l'époque, il y avait UI Goku qui rivalisait notamment avec... Oui, avec Broly. Broly, oui. Broly, c'est très méta. Hein, ah oui, Broly. Jusqu'à aujourd'hui. Mais je veux dire, UI Goku, par exemple, je me rappelle, comment il s'appelle, le jeune qui jouait UI Goku, Kid Buu plutôt. Et je crois qu'il jouait C21 Nitro aussi. Nitro. Ouais, Nitro. Il terrorisait un peu tout le monde et on disait que ultra ignorant, le perso était fort. Et il ne trouvait pas Végéto fort avant. Oui, il trouvait que Végéto c'était parce que le problème, les Américains, eux ils ne jurent que par le mix. Pour eux, dans un jeu de combat, si un personnage n'a pas de mix, il est nul. Et nous, la méta européenne, on a compris que maintenant le jeu se joue en neutral et pas vraiment en mix. Donc on l'a dit, on n'a pas vraiment forcément besoin de mix. On va réussir de trouver un moyen pour t'ouvrir dans tous les cas. Parce que t'as pas une garde infinie en fait. Genre, tu sais, ton cerveau il fatigue, t'es humain, c'est clair. On va trouver un moyen de t'ouvrir. Par contre, en neutral, bah c'est bien beau de me mixer, mais si tu m'approches jamais, comment tu me mixes? Et c'est pour ça qu'on disait que Végéto était trop fort, parce que Végéto dominait le neutral de tout le jeu. Ah, c'est assez intéressant que tu aies cette vision de DBFZ, parce que de prime abord, c'est pas un jeu considéré comme un jeu porté sur le neutral. La plupart des gens se disent que c'est un jeu brouillon, carré, tu rushes, tu fais des mix, tu appelles tes assists un peu n'importe comment. Et toi, tu as une vision qui fait plus même penser à un jeu comme Street Fighter, notamment le 4, un truc comme ça. Est-ce que tu as joué à d'autres jeux avant DBFZ? Alors, moi j'ai commencé les jeux de combat, j'avais 3 ans. Ah oui, d'accord, c'est fort, ouais. Là j'ai commencé sur Tekken 4 par mon grand frère. Bah, tu sais, au début tu jouais comme ça et j'ai fait une longue pause. Tu te fais taper jusqu'à ce que ça commence à te saouler? Non, même par pas. ton frère? Non, même pas. Vu que j'étais tout petit, je m'en moquais un petit peu. Et après j'ai commencé à grandir vers 12-13 ans, j'ai repris les jeux de combat. Et en fait, je commençais à battre mon frère.
Et ses potes aussi, parce qu'il avait des potes qui jouaient beaucoup, et j'ai commencé à battre un peu tout le monde. Là, je dis, bon, ok, bah, je pense que c'est des automatismes, quand t'es petit, t'apprends vite, etc. Après, j'ai découvert Mortal Kombat. J'ai acheté Mortal Kombat 10. J'ai trouvé le jeu super bien, genre. Et j'ai commencé un peu à m'intéresser à tout ce qui est tournoi, compétition. D'accord. Mais j'avais jamais fait de tournoi avant. Et après, un jour, par hasard, vraiment par hasard, mon frère il m'a dit, viens on achète Dragon Ball. Genre, il y a un nouveau jeu Dragon Ball, viens on l'essaye. Je lui ai dit, pourquoi pas, ok. Je l'ai acheté et j'ai fait, oh, ça ressemble à Marvel. Et Marvel, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué aussi sur PS Vita. Sur PS Vita? Ouais, PS Vita. Marvel, Ultimate Marvel vs Capcom 3. Nice. C'est mon jeu de combat préféré. Ah, mais j'aime trop ce jeu. Voilà, tu vois. Encore un autre, encore un. Ah oui, non, mais c'est un jeu de fou. Et au final, j'ai dit, ça ressemble beaucoup à Marvel, mais avec les personnages de Dragon Ball. Et j'aime beaucoup comment le jeu se joue. Donc peut-être qu'il y a un truc à faire. Du coup, j'ai commencé à jouer, mais à l'époque, moi, j'étais sur Xbox. Sauf que c'est meilleure console. Sur Xbox, il n'y avait personne. Non, ah oui, il n'y avait pas de cross-platform. Non, il n'y a pas de cross-platform. C'était désert. À l'époque, tous les meilleurs joueurs étaient sur PS4 à l'époque. Et sur Xbox, il n'y a pas beaucoup de monde. Du coup, on était un peu en groupe restreint. Et en fait, je battais tout le monde sur Xbox, vraiment. Genre, je trouvais plus trop de gens de mon niveau. Même ceux avec qui j'ai commencé, j'avais grave progressé. J'ai dit, ok, je passe sur PC. Je me suis dit, je passe sur PC, ça va être tranquille. Je me suis fait fusiller. T'allais dans la cour des grands. Ah ouais, là, j'ai dit, ah ouais, c'est pas le même jeu en fait. Direct, t'es tombé sur ton Némésis, quelqu'un qui t'a marqué. Effie. Effie. À l'époque, c'était Il fait du mal à beaucoup de personnes sur beaucoup de jeux. Ah, c'était un enfer à l'époque. Lui là, sur Dragon Ball, il jouait C18 en plus. Et au début, Dragon Ball, on pouvait spammer les assists. C'est-à-dire qu'elle sortait même quand tu bloques. Ah oui, d'accord. Donc lui, il l'appelait C18 même en bloquant. C'est-à-dire que tu tapes, mais il y a une barrière qui pop et tu meurs. C'était un enfer à jouer contre. Et j'ai commencé à rentrer dans les tournois. Je suis allé en tournoi, je suis allé à un premier tournoi à l'Extra Life Café. Il y avait genre 27 joueurs et j'ai gagné. Et comme je me suis dit, bon. J'ai gagné, premier tournoi, peut-être j'ai un potentiel, peut-être j'ai un truc à faire. J'ai commencé à mettre. Et voilà, sauf qu'après il y avait la barrière des parents. Ma mère qui a dit non, parce qu'en fait, pour l'anecdote, en fait, c'est mon frère a raté son bac parce qu'il jouait trop aux jeux vidéo. Et du coup ma mère a dit, et lui il fait pareil, en fait elle a associé un peu les deux. Mais elle s'est dit, je vais pas le laisser faire pareil. Ok. Je lui ai dit, je suis pas mon frère, je saurais doser, etc. Donc j'ai passé mon bac. Et c'était genre quoi, peut-être DB était sorti peut-être au mois de mai, je crois, tout comme ça, l'année de mon bac. Du coup j'ai mon bac. Et l'année d'après, je devais aller à études supérieures. J'ai dit je vais en BTS. Et j'ai fait exprès de choisir un BTS loin de chez moi pour avoir un appart tout seul. Parce que si je suis chez ma mère, elle m'aurait pas laissé aller en tournoi, etc. D'accord. Alors que là j'ai un appart tout seul, je peux faire ce que je veux. Je ne peux pas vérifier si je sors ou pas le soir. Et c'est là que j'ai commencé à aller en session à H24, etc. Et j'ai progressé. Mais du coup, tu lui disais jamais que tu allais en tournoi, ni rien? Sinon, dès que je savais que c'était dehors, je disais que j'allais au basket. T'allais dunker dans des messieurs les gens. Mais aujourd'hui, elle est au courant. Oui, justement. En fait, on va dire que j'ai un peu forcé le truc. Genre, j'ai acheté un PC, je lui ai dit que c'était pour les études alors que c'était pour jouer à Dragon Ball. Parce que le mec il vient avec un PC avec des GTX dessus. Ouais, c'est clair. Ah non, j'avais acheté un PC portable gamer en fait. Et j'avais dit qu'à l'époque je voulais devenir ingénieur. J'ai dit j'en aurais besoin pour mon école d'ingénieur. Très mind game toi. J'avais pas le choix parce que sinon la Xbox ça fait du bruit quand tu l'allumes et j'ai le droit de jouer que pendant les vacances. Tu peux pas devenir top player en jouant que tous les 2 mois. Donc j'ai dit j'ai acheté ça pour jouer en scred la nuit. Du coup je jouais la nuit. Et quand j'ai eu mon appart, j'ai commencé à aller en session. Session. Je suis passé sur PC, etc. J'ai progressé et c'est là où j'ai commencé à faire ma vie en tournoi. Et j'ai eu mon premier sponsor, qui était à l'époque BH3. Et je lui ai emmené le maillot, je lui ai dit voilà maman, maintenant je suis sponsorisé. Et c'est là elle s'est dit, bon ok, c'est un truc, ça devient un truc un peu sérieux, tu vois. C'est pas juste il joue comme ça, il perd son temps. Ça devient un peu sérieux. Et c'est là, à partir de là, elle m'a laissé partir en major à l'étranger, rater des fois des cours, etc. Tu vois. C'est à partir de là, elle a commencé à comprendre que pour moi, c'est un truc vraiment important. Pour elle a compris ça comme ça. Comment toi, tu l'as vécu de te dire d'avoir ce sponsoring, ce maillot? Est-ce que tu t'es dit, ok, j'investis pas dans le vide? Est-ce que toi aussi, ça t'a réconforté dans ta décision? Oui, parce que je me dis que tout travail paye en fait. C'est que moi, ma carrière Dragon Ball, c'était beaucoup de travail. J'étais pas forcément un génie ni rien. Juste, j'avais des bonnes bases et j'ai travaillé. Travaillé. Je sais pas combien d'heures de jeu sur ce jeu. J'ai bossé jusqu'à qu'un jour je devienne top player sans m'en rendre compte. Genre, j'ai compris ça quand j'étais en tournoi. J'ai dit, ok, là, je suis peut-être dans les top FR en fait. Mais j'ai commencé à gagner tous les No Pay No Gain que Flash Null il organisait. J'ai gagné pendant 5 saisons. Ah oui, d'accord, t'as dominé. 5 saisons, j'ai gagné toutes les éditions quasiment. Il n'y en a que une ou deux que j'ai perdu parce qu'il y avait Kaiden et Yasha. D'accord. C'est les 2 seules fois où j'ai perdu, sinon toutes les autres fois j'ai gagné.
Et c'est là que j'ai dit bon ok, je continue. Mais moi, en fait, tant que je suis pas numéro 1 contesté, je suis pas rassasié. Ça veut dire que j'ai beau gagner ce tournoi-là, j'ai beau faire partie des tops européens, des tops mondes, tant que je suis pas dominant, que je fume pas tout le monde, je suis pas. Aujourd'hui, c'est qui tes entre guillemets némésis, c'est qui tu penses qui serait au-dessus de toi? Hormis l'ego de compétiteur, tu es à la réalité aussi de ceux que tu penses qui sont au-dessus de toi ou qui te posent vraiment problème. Bah en fait, pour moi, je peux battre n'importe qui en tournoi parce qu'en tournoi tout peut arriver. Ouais. Mais honnêtement, en termes général, je pense que Wawa est encore un petit peu au-dessus de moi. Yasha aussi. Yasha, il a compris des choses qu'on a pas Yasha, il a changé. Hein. Il Ah a ouais, vachement évolué en moins d'un an même. Bah, lui, en fait, il était déjà trop fort. Il a eu un gros boom pendant le confinement. Et un jour, il a essayé une nouvelle team. Il a dit ouais les gars, j'ai envie d'essayer ça. Il a joué contre nous. Il savait pas du tout jouer la team. J'ai dit, joue ça. Il drop l'autre, garde celle-là. Celle-là, elle a un potentiel de malade mental. Genre vraiment, quand tu vas la maîtriser, ça va être injouable. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Depuis qu'il l'a maîtrisé, on n'arrive plus à le tuer. C'est la team que tout le monde copie maintenant? Ouais, la Gogeta, Vegeto, C17. Depuis qu'il l'a maîtrisé, on ne peut plus jouer. Ouais. C'est un enfer. D'accord. Et donc tu mets Yasha et Wawa en... Ouais, un petit peu au-dessus. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a un némésis général pour toute votre communauté, parce qu'en fait, comme tu dis, vous êtes des potes de vous, vous avez un némésis tous. J'ai l'impression que c'est Kaiden. Non, parce que c'est moi le némésis de Kaiden. Ah, c'est toi son némésis, ok. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a la période où Kaiden tuait tout le monde, le seul qui le tuait, c'est moi. Alors que moi, j'étais pas forcément celui qui pensait. Par exemple, au Wanted, il a fait une run de 19 victoires. Ouais. Moi, je suis allé, j'ai dit, moi, je vais le tuer. Genre avant d'y aller, pendant 3 semaines, tous les soirs avant de dormir, je regardais ses games. Je regardais ses games et j'analysais. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il appelle tel assist? Comment il réfléchit? En fait, j'essaie de me mettre à sa place pour savoir comment réfléchir comme lui pour le contrer. D'accord. Et j'ai monté un plan de jeu anti-Kaiden en fait. C'est ça que quand je suis allé au Wanted, tout le monde se dit bah voilà Wade c'est un top mais il va pas tuer Kaiden. Parce que Kaiden il a fait tourner toute l'Europe 2-3 fois, je l'ai tué. Et là du coup tout le monde était choqué, mais qu'est-ce qui se passe? Non je comprends pas. Comment ça se fait Wade il est aussi fort? J'ai dit bah oui parce que vous m'avez pas pris au national. Alors, regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le petit... Ouais c'est ça, moi je suis obligé de lancer des pics. Parce que en fait moi j'ai toujours eu un souci dans ce que je fais. C'est que tout le temps j'ai du mal entre guillemets voir qu'on me reconnaît à ma juste valeur. Tu vois, souvent j'arrive après à m'estimer, mais on a du mal à me reconnaître. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a eu une National Championship et j'ai pas été dans les meilleurs joueurs français, tu vois, alors que j'en faisais clairement partie à cette époque-là. D'accord. Mais j'ai pas été sélectionné parce que tel résultat de la saison d'avant, tel résultat. Il y a une période où on avait des tournois online tous les 3 jours et moi j'ai fait tous ces tournois-là pendant 2 mois. Pendant 2 mois, toutes les semaines, j'avais 4 tournois. Je faisais ça toutes les semaines. Au bout d'un mois, j'ai fait un burn-out en fait. J'en pouvais plus, j'en avais marre. Du coup, j'ai fait une pause de 2-3 mois, je jouais online encore, mais j'ai arrêté de faire les tournois. Cette période-là, elle m'a fait défaut pour les nationales. Parce que du coup, Silverblade en avait fait plus que moi et Kasuga aussi. Du coup, ils m'ont pris. Et ça m'a fait trop mal en fait, parce que je me suis dit, je comprends pas. Je fais partie des tops, mais on me prend pas. Genre. Et j'avais 2 choix. J'ai eu ma période un peu entre guillemets dépressive vite fait, où pendant 2 soirs j'étais là, est-ce que je drop le jeu parce que j'en ai marre de bosser et qu'on me reconnaisse pas, ou est-ce que j'utilise ça pour devenir plus fort et fumer tout le monde. Au début je passe un peu par la phase un peu je pense drop le jeu, changer, etc. Après j'ai dit tu sais quoi, ils me reconnaissent pas, moi je vais les forcer à me reconnaître. Et du coup j'ai bossé pour que ça me reconnaisse, et ça a payé, parce qu'au final j'étais invité au régional, etc. Tu vois, ça a marché avec le temps. C'est là que je me rends compte que moi, mon parcours, c'est que des échecs qui m'ont fait grandir pour pas abandonner et devenir meilleur. Comme un Saiyan. Un peu ça. Ouais. Mais ça c'est assez important même dans la vie de tous les jours, de se servir de ces échecs pour se dire, je vais vous montrer que vous aviez tort. Ouais, c'est ça. Et vous allez regretter votre choix, entre guillemets. Mais en plus, c'est intéressant comment tu abordes le match-up avec Kaiden. Tu le fais souvent avec quand tu vas à un tournoi, tu regardes un peu... En fait, en général, j'essaie de voir les persos qui me posent problème et je taffe. Mais le problème, c'est que des fois, il y a un mec, il tue tout le monde. Et moi, j'aime pas le statut de invincible, je déteste ça. Ça veut dire que moi, je vais dire, ok, t'es invincible, et je vais dormir sur tes replays jusqu'à que je te tue. D'accord. Et du coup, je fais ça quand il y a un mec qui est invincible, je fais ça. Et j'ai fait ça pour Kaiden, là, je suis en train de faire pour Yasha. Yasha, je dors sur ses replays. Je m'endors sur les replays de Yasha, je dis, ok, il fait ça pour ça. Je vais faire ça pour contrer tel strat. Là, cette team-là, je la garde, parce qu'elle est mieux contre la team de Yasha. Ah, d'accord, c'est une anti-Yasha pour le coup. Oui, je me débrouille beaucoup mieux qu'avec Ultra Instinct, parce qu'Ultra Instinct, de base, j'ai un style de jeu très défensif. Très défensif. Et Ultra Instinct et Hit, c'est une shell qui est très forte, mais qui est très défensive. Et si on m'agresse et que j'arrive pas à renverser la vapeur, c'est trop dur. Et j'ai essayé Base Vegeta, parce que Base Vegeta, c'est un ancien main, mais je pense que c'est mon personnage préféré du jeu. Que je préfère jouer, en termes de gameplay, c'est mon préféré.
Et du coup, j'ai vu qu'il marchait très bien avec ses 21 parce que Sonic Fox l'a montré, etc. Ouais. Et les Américains ont montré que Bass Vegeta marche très bien contre la team des Yasha. Ouais. C'est pas trop fort, mais ça marche bien contre cette team. J'ai dit, bah, tu sais quoi, je vais essayer cette team-là. J'ai essayé, bosser, et là, je vois que la team, elle est trop forte. En fait. Ouais. Elle est trop forte. En plus, je m'amuse de fou avec, donc mais moi, je continue. C'est assez drôle que tu dises que c'est un jeu défensif parce que Yasha aussi, c'est sa marque de fabrique. Il prend tout son temps quand il joue. Ah, c'est pour ça que les matchs entre Français, ils sont super longs, parce qu'on fait que camper. On campe, on se regarde. Dès qu'on a une assist, on essaie de l'approcher. Si on n'a plus l'assist, on refuit. Ça, c'est le style Marvel. Ouais. Ça a l'air explosif, mais tu vois, quand il n'y a pas d'assist, on attend. Tu vois, c'est toujours En fait, il y a toujours des couches d'attaque. Ouais, c'est ça. Quand t'as pas les plans B, tu restes tranquille. Et pour moi, Marvel, c'est différent parce que en termes de stagger Dragon Ball, on a plus de liberté Bien et sûr. on peut beaucoup plus récupérer nos assists. Alors que Marvel, il touche une fois, tu meurs. C'est ça le truc. C'est que tu te fais one shot à chaque fois en fait. Contre les gros joueurs, c'est que ça. Tu rushes sur Marvel, genre tu rushes pendant 5 secondes. Dès que c'est pas passé, tu recules le temps que ton assist revienne et rebelote. Mais c'est vrai, effectivement, ce que tu dis au niveau des différences. Ouais, mais ça fait une différence. Hein, Et même dans Marvel, il y a plus de projectiles, non Différents, ça on va dire. dépend. Plus de projectiles je pense qu'il y a différents. plus de choses différentes. Ouais. C'est à Dragon Ball, il y en a des projectiles. Hein, parce que quand tu joues assist C21 plus Végéto qui fait les boules, full screen, etc., il y a moyen de bien remplir l'écran. Par exemple, ou Gengod, sa team est considérée par beaucoup la meilleure du jeu parce qu'il remplit tout l'écran. Ouais. C'est quoi joueur. sa team? C'est Bass Vegeta, Piccolo et Broly Z. En fait, Bass Vegeta avec Assist Piccolo. Piccolo, c'est 2 boules mais qui sont téléguidées. Ah, En fait, elles te suivent. Ouais. Plus Bass Vegeta qui lance des Kiblas partout, qui court partout avec ses coups de pied. Plus Broly, l'assist, en fait, c'est un beam qui avance lentement. C'est-à-dire que quand tu mets ça, tu peux pas le tuer, genre. Tu peux pas me mettre ni de Kiblas ni de beam parce que ça va clash. Et du coup, il peut avancer tranquillement. Ouais. Donc c'est un enfer, sa team. Ok. Puis il a de bons mix, quoi. Tu as Vegeta qui va avoir le haut bas qui est chiant. Tu as Piccolo qui va avoir le gauche droite qui est pratiquement invisible. Ah non, tu peux pas voir. C'est à la chance que tu gardes. Parce qu'en fait, visuellement, je crois qu'il y a un bug visuel. Parfois, il est à droite, mais il RTP à gauche. C'est visuel, tu peux pas le. En fait, si tu as bien gardé, tu prends. C'est ça le problème. C'est en fait, Piccolo, il a un coup de coude. Le coup de coude passe derrière toi. Et il n'y a pas d'animation bizarre. C'est juste que genre, il avance, et donc il passe derrière toi. Donc c'est dur à garder. Et s'il le fait en IX, il avance, il passe derrière toi et il se retéléporte devant toi pour taper. En fait, ça tape devant. Ok. Donc du coup, c'est trop dur à garder. Et en tournoi, Piccolo, c'est impossible. Entre les Dragon Rush, entre ça, c'est impossible. Et surtout, vu que c'est fort, il en abuse un peu. Bah ouais, forcément. Et Broly Z, il a une chope inréactable. Donc, Inréactable. Impossible. Bah, en termes d'œil humain, c'est pas possible. 17 frames, c'est pas possible. C'est assez étrange, mais Nitro se la prend pas beaucoup cette chope. Parce qu'en fait, Nitro, c'est quelqu'un qui a une intuition de fou. Il arrive souvent à savoir quand est-ce qu'il va le faire. Mais en soit, si tu fais décalage et que tu prends une chope à 17 frames, c'est pas possible de réagir. Genre même Goichi, il prend ça tout le temps. Goichi, qui est censé être la meilleure défense du monde, le prend. C'est assez intéressant aussi que tu parles de Goichi. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que tu dis. Les États-Unis. Vous avez prouvé, parce qu'en plus, ce qui était assez intéressant, c'était la France en tant que pays contre les États-Unis en tant que continent. Oui, c'est ça. Donc ils sont allés prendre les 4 coins des Amériques, ils sont venus, ça n'a pas suffi. À 2 reprises. La deuxième, par contre, il y a un joueur qui m'avait un peu surpris, qui avait réussi à faire un petit strike au début. Idzem. Ouais, je ne le connaissais pas, c'est un hidden boss, on dirait, tu vois. En fait, oui et non. Genre, nous, on le connaissait, enfin, nous, on savait, parce qu'en fait, avec Yasha, Wawa et 2-3 autres joueurs, on suit beaucoup les tournois américains. Et lui, on le voit souvent, on sait qu'il est super fort. Et on a appris qu'il venait parce qu'il y avait un Américain qui devait venir, mais il n'avait pas son passeport. Donc c'est lui qui a récupéré le spot. D'accord. Et on a dit, on sait qu'il est fort, faites attention. Mais on savait pas qu'il était aussi fort en fait. Il a fait du sale. Quand il est arrivé, on était là. Ah ouais, il est chaud. Surtout quand Kane est arrivé, on s'est dit, bon, Kane, c'est quand même un poids lourd, il va le calmer. Il a joué avec Kane comme si c'était un joueur normal. Genre. Et nous, on s'est dit, même nous, on n'arrive pas à shut down Kane comme ça, c'est qu'il doit être vraiment super fort. Genre. Et du coup, on a eu beaucoup de mal, mais on a quand même réussi à le descendre. Mais c'était dur, c'était trop dur. Et par rapport enfin, les Américains, on a vu que vous avez gagné 2 fois, qu'est-ce que tu penses du niveau japonais? Est-ce qu'il te fait plus peur que le niveau américain? Non. Tu penses que les Américains sont plus forts que les Japonais? Oui, de loin. Parce que, en fait, pour moi, les Japonais sont restés bloqués en saison 2. Ils jouent encore comme en saison 2. Mais il y a des choses de la méta qu'ils n'ont pas encore trop compris. Saison 2, c'était la méta du snapback. Fusil. Ça, la méta fusil snapback. En fait, le problème des Japonais, ils aiment trop exploiter les trucs de la triche. Quand il y a un truc qui triche, ils vont le prendre, ils vont l'exploiter au maximum pour l'abuser. Mais là, maintenant qu'on a enlevé la triche et que c'est que du neutral, et bah là, c'est pour ça que l'Europe elle a décollé parce que nous, c'est notre type de gameplay, c'est le neutral. Là, les Japonais, là, j'avoue qu'il y a quand même Fenriti qui est quand même monstrueux, mais en termes de niveau général, non, ils sont pas plus forts que les Américains. Là,
justement la France joue comme le Japon dans les autres jeux. Oui. Et que vous jouez pas sur les schnapseries. Dans les autres jeux Street, la France, nous sommes les schnapseurs. Ah ouais. Bah, en fait, et le Japon est le jeu le plus carré. Oui, le plus carré. Bah, honnêtement, là, ça dépend. Parce que, en fait, en France, on arrive à mélanger le cul carré et l'escroquerie. Genre, en fait, quand tu regardes bien, en France, on dit tous qu'on est des singes parce qu'on tape tout le temps. Mais en soi, c'est des tapes calculées, en fait. Tu vois, on sait. Mais dans la tête, on est là. Dans tous les cas, c'est une game pour toi aussi. Parce que du coup, tu sais pas si je vais taper ou pas. Alors, le but, c'est pas ce que je vais faire. Je peux faire level 3, je peux taper, je peux faire dragon. Faut pas que le gars soit trop serein aussi dans son approche. Ça. Ouais. Bah ça, si le mec est trop serein, il va jouer son jeu. Et toi, le but, c'est de déstabiliser. Et les gens les plus imprévisibles dans la communauté, pour moi, c'était Kaiden. Kaiden, c'était impossible à lire. Il est impressionnant. Quand je le vois jouer, j'ai l'impression, à part peut-être toi, comme tu dis que t'es son némésis, mais les autres, mais il les bat comme s'ils n'étaient pas les gens qu'ils sont. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est... Je l'ai vu battre Wawa, mais avec on peut rejouer 5 fois d'affilée si tu veux, je te battrai. Ah ouais. Oui, non, mais genre, il annule en fait, il annule le match-up des gens. Genre, Kaiden, le problème c'est que regarde, moi j'avais bossé toute sa team. Quand il a changé de team et qu'il a pris la shell Gogeta, C17 et Janemba, en fait, tout le travail que j'ai fait avant, j'ai dû recommencer. Parce qu'en fait, il a joué d'une manière totalement différente. C'est ça qui est fort avec Kaiden, c'est qu'il peut jouer plein de teams différents et chaque team, il les joue d'une manière différente. Ah, tu veux dire une manière différente par rapport au match-up habituel. Ouais. Genre, un gars prend cette team, il jouera pas comme Kaiden, c'est ça. La team. Okay. Et lui, en fait, par exemple, avec la team, l'époque, sa team qu'il a fait briller, c'était Kefla, C18 et Couleur. Il avait un gameplay très défensif et c'était trop dur à l'attraper. Avec Gogeta, c'était trop différent. Il t'approche, tu pourras pas le taper parce qu'il y a la 6 barrière. Après, il va t'ouvrir. Puis into 50-50 et 50-50. Et du coup, c'était un gameplay totalement différent et c'était super dur de s'adapter comme ça. Et là, c'est pareil, il fallait encore bosser. Et c'est pour ça qu'il est chiant, parce que lui, il a plusieurs teams. En tournoi, il peut te sortir n'importe quel team. Et c'est pour ça que Wawa est très relou. Parce qu'en tournoi, il peut te sortir n'importe quoi. Toi, tu peux arriver préparé pour 4 teams. Et ben, il peut en sortir une 5ème que tu n'as pas préparé. Un perso que tu n'as jamais vu et voilà, il va te battre avec. Et toujours optimisé en plus. Toujours son ouverture fait mal. Oui, donc ça aggrave le côté peur de se faire ouvrir. Et ça joue sur ton mental, ça. Bah c'est pire parce que tu te dis, c'est un perso qui joue pas souvent, il n'a pas trop bien le connaître. Et après, tu vois qu'il joue le perso comme si ça faisait 5 ans qu'il le joue. Ah oui, d'accord. Genre, c'est pour ça que Wawa il est effrayant parce que par exemple, Wawa, un truc qui est frustrant avec lui, c'est que toi, tu vas prendre ta team, tu la bosses pendant 1 an. 1 an, tu as trouvé plein de trucs, nanana. Il va prendre ta team 2 jours. Il va t'exploser avec ta team. Et c'est là que tu te rends compte, tu te dis, ah ouais, là c'est chaud. Genre, il est tellement fort qu'il prend ta team et il te montre des trucs que tu n'as jamais pensé en fait. Moi j'aime trop faire des miroirs en match avec lui parce qu'il prend ma team, il fait des trucs que je n'ai pas pensé. Et du coup moi j'apprends. Je dis ok, ça je vais te voler, ça je vais faire ça. Il y a plein de choses que je fais à cause de lui parce qu'il a pris ma team, il m'a montré des trucs. Tu sais pas si tu as déjà vu l'animé Assassination Classroom? Si, j'ai vu. Il y a je sais plus comment il s'appelle, celui qui a les cheveux rouges, qui était le crack, enfin le plus intelligent de la classe. Attends, tu me fais penser à lui. Kagame, Karma, ouais. Il a l'air très confiant, un peu même, pas narcissique, mais se croire au-dessus. Mais en vrai, il bosse. C'est ce que les gens ne voient pas. C'est-à-dire que derrière la facetta, il bosse beaucoup. Et ça, c'est intéressant dans ta façon de On a l'impression que tu te dis, je suis fort naturellement, mais en fait, tu travailles, tu vas regarder les vidéos, tu as l'humilité de faire jouer ta team à Wawa pour apprendre de ce qu'il fait, parce que les gens se disent, je connais ma team. Non, toi, tu as l'humilité de faire ça. Parce que le travail pour toi, le résultat, il paiera et c'est focus, quoi. Et ça c'est vraiment, c'est rare. Pour dire, j'ai rarement vu un joueur qui a cette approche-là, en tout cas. Et un autre truc que moi je fais d'habitude, quand je compare les joueurs, je sépare en 3 écoles. Tu me diras ce que tu en penses. Il y a l'école que j'appelle celle du mind game, tu vois. Il y a, on va dire que c'est plus connaître le joueur en face. Tu vas sentir qu'il a peur. Parfois, même en ligne, tu sens quand quelqu'un a peur. Oui, tu sens. Il est assis, tu sais qu'il ne va pas déchoper. Après, tu as le côté technique. Ça, c'est vraiment les mécaniques du jeu. C'est quand il faut spar, c'est quand il faut réflexe, c'est quand les mécaniques pures du jeu, les placements, les choses comme ça. Et les scientifiques, ça. Les scientifiques, voilà. Et il y a le côté exé, où c'est rentabiliser chaque touche. Tu vois, c'est comme ça que je les mets. Et puis j'ai créé un cercle assez vertueux ou vicieux, où je pense que les mind gamers sont très bons contre les scientifiques. Il arrive parce que comme tu joues de façon carrée, tu es prévisible. C'est ça. Les gars techniques sont très forts contre les gens exés. Parce que le gars exé, il est foufou, il veut taper tout le temps. Mais le gars technique est toujours au bon endroit où ça marche pas. Les conneries, ça marche pas trop sur lui. Et le gars exé, il rend fou le gars. Parce qu'il dit pourquoi tu sautes ici, tu vois. Oui, c'est des trucs comme ça. Et qu'est-ce que tu penses de ces écoles et là où toi tu t'inscris selon toi? Alors moi je suis complètement dans l'école du mind game.
Moi, je suis pas un scientifique. Je pense que je suis un des pires labeurs, vraiment. En top français, je suis un des pires labeurs. Genre en lab, je trouve jamais. En fait, en lab, je vais jamais en lab. Moi, j'apprends sur le terrain. J'apprends sur le terrain en me battant. Et quand je vais en lab, je trouve toujours un truc un peu bizarre. Je suis là, ah ok, ça peut être craqué. Et c'est les rares fois où je vais en lab, c'est là que je trouve des trucs. C'est pour ça que je vais pas souvent en lab. Parce que si je vais tout le temps, ce sera trop prévisible ce que je vais faire et je vais pas forcément trouver de nouvelles choses. Et par exemple, moi, comme tu dis, je rends fou les scientifiques. Parce que les scientifiques, ils se disent, et pourquoi ils tapent là? Et par exemple, moi, il y a des moves qui sont négatifs, mais je vais taper. Parce que je sais que tu t'attends à ce que je colle une assist, du coup, je ne la colle pas. Et là, je reprends mon tour et je sais que ça va t'énerver. Parce que tu crois que je vais le faire et je vais dire, non, là, maintenant, t'es tilt, maintenant, je vais faire mon mix. Et tu pourras moins bien garder. Exact. Tout à l'heure, il y a un truc qui m'a fait dire que tu étais main game. Tu me diras si je me trompe. Tu menais contre Kazuga. Il lui restait son seul perso, c'était juste quoi. Il lui restait. Et tu aurais pu le finir et tu faisais traîner le match. Est-ce que c'était pour le déstabiliser pour le match d'après? Parce que qui se fatigue mentalement à comeback. En fait, non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, dans ce jeu, il y a plein de personnages qui abusent de leur mécanique. Et C18 a une mécanique des plus débiles et vraiment anti-jeu. En fait, elle, c'est qu'elle a sa barrière. Sauf qu'elle a sa barrière personnelle et elle peut appeler son frère qui fasse une barrière. Aussi. Oui, et sauf que quand elle appelle son frère qui fasse une barrière, il apparaît en genre 5 frames. Genre, il est même pas sur, il est même pas sur le terrain qui te protège déjà en fait. Et ce truc-là, c'est injouable en fait. Si tu veux rush C18, même si elle est toute seule, tu vas prendre le bait et tu vas mourir. Du coup, en fait, tu es obligé de pas faire d'erreur. Donc moi, je joue calme parce que c'est lui, il est obligé de venir me chercher. Et moi, je sais qu'avec Hit, j'ai un personnage qui contre ça parce que j'ai une chop spé mid-screen. C'est-à-dire que même s'il se protège, moi, je peux le choper. C'est ça qui est bien. Moi, j'attendais que ça. J'attendais qu'il fasse ça. Et quand tu vois qu'il sortait des 5H, c'est parce qu'en fait, je suis pas encore habitué un peu au délai d'input de la PS5. Et quand je faisais l'arc de cercle, ça c'était pas l'arc de cercle, c'était juste 5H. Du coup, je tapais dans le shield. Et ça m'énervait parce que j'avais la bonne réponse, mais ça sortait pas ce que je voulais. Et j'étais obligé d'attendre, de jouer très carré. Parce que si je précipite contre C18, ça arrivait tout à l'heure contre Saikos en stream. Saikos, il avait 3 personnages, 80% de vie. C18, elle avait 30%. Il s'est fait comeback. Parce qu'il jetait sur C18. C18, tu te jettes sur elle, tu perds. Donc j'étais obligé, c'était pas juste pour le match d'après. Parce que le problème dans ce jeu là, c'est que tu peux même si t'as un pixel, tu peux te faire comeback. Donc moi je joue jamais avec les trucs comme ça. Si je peux tuer, je vais te tuer. Je vais jamais essayer. C'est les trucs mentaux, je vais le faire seulement si je sais que je suis largement au-dessus de la personne. Je vais faire un truc, je sais qu'il aime pas, je sais qu'il va pas garder et je vais le faire exprès. Comme ça va le frustrer et ça va le rendre fou. Avec Hit par exemple, il a un coup, tu vois la patate rapide qu'il met là. Ça tu peux le faire à la relevée en fait, en réaction. Et souvent les mecs, ils aiment pas ça parce qu'ils touchent que tu sautes, que tu gardes ou que tu prends le hit. Ça fait toujours pareil en fait. Tu restes toujours au même endroit et si tu sautes, je suis positif. Tu vois. Alors que si tu restes au sol, je suis à -2. Si tu sautes, même si tu es à ça du sol, je serai à +1. Ah bon? La garde en l'air et la garde au sol, c'est pas le même? C'est pas la même. T'as le temps d'atterrir. D'accord. T'as le temps d'atterrir, ça change en fait. Et du coup, il était ce move là. Donc moi, je fais quoi? Je fais que ça. Je fais ça à répétition. Je le prends, du coup, je suis à l'impression que tu bloques et que tu changes ta manière de réfléchir. Et ça frustre trop. C'est ça qui hit en tournoi, les gens deviennent fous. Parce qu'il a des mécaniques qui abusent sur le mental des gens. Exact. D'accord. C'est comme, tu sais, t'as les delays quand dans ton pressing. Il a le delay, lui, de quand il va taper low, il a le delay de taper overhead et il a le delay de la chop spé. C'est pour ça souvent que tu as un peu peur. En plus, il y a les gars qui delay vraiment leur chain combo. Donc, je me dis que c'est pour ça que souvent tu vas avoir un gars qui mange la chop spé, c'est comme avec Cell. Parce que tu sais pas ce qu'il est en train de faire. C'est un delay qui est doux. Salut. Et aussi, donc par rapport à ça, est-ce que dans l'esprit général, tu penses que la France, c'est plus des mind gamers, des techniques, des exés ou c'est vraiment aléatoire? En fait, ça dépend. Par exemple, là, je peux te citer les types de chaque personne. Allez, on prend le top 5. On va dire le top 5, déjà Yasha. Lui, c'est un peu de tout. Lui, il est polyvalent. 50-50. Ouais, il a de l'exé, c'est un scientifique parce qu'il a certains trucs et il a beaucoup de manières. Wawa, lui, c'est pas trop un scientifique. Très exé. Wawa, c'est vraiment 70% d'exé. D'accord. Non, en vrai, j'abuse parce qu'il a un énorme mind game. En termes de mind game, Wawa, des fois, je le surprends parce que, en fait, moi, je sais que lui, pour le surprendre, tu es obligé d'aller dans des trucs un peu inédits. Si tu fais des trucs de base, il va toujours te lire. Ah ouais, il sait trop bien lire les gens, vraiment. Il arrive à trop bien lire dans les gens. Il a une très bonne intuition aussi. Du coup, je suis obligé de faire des trucs stupides. Genre, moi, je fais des trucs stupides. Genre, je sais qu'il va s'attendre à ce que je le fasse. Et du coup, après, je change et je fais un peu n'importe quoi. Mais tout est en temps contrôlé. Et c'est ça qui permet de l'ouvrir et de le faire chier. Sinon, ça va être trop dur de l'ouvrir. Donc, ouais, lui, c'est vraiment 2 blocs mind game et exé.
Kane, il me fait un peu penser à Kazunoko des fois. un petit peu, ouais. Mais Kazunoko, lui, c'est 90% de mind game. Lui, il est horrible parce que c'est trop dur à jouer en mind game. Mais par contre, le scientifique de la commune, c'est Kane. Ah oui, ok. Kane, c'est le scientifique. Parce que Kane, ouais. Kane, dis-toi que toutes les techs, on va dire 90% des techs qu'on trouve, c'est Kane qui a trouvé. Toutes les techs qui changent la méta, par exemple les flashs orange, c'était un truc game breaker. Les flashs orange? Ouais, en fait, tu vois les IX, ça fait une lumière. Et lui, il s'est rendu compte que le rond de lumière, c'est le même rond que la chope. Même si c'est une couleur différente, nous on réagit pas à la couleur, on réagit à la lumière. Ouais. C'est-à-dire que quand tu veux déchoper, bah, tu réagis à la lumière. Sauf que si je te fais une IX et que c'est pas une chope, et que je déchoppe, bah ça fait un light. Du coup, tu peux ouvrir par l'IX. Ok. Et du coup, il a dit, ça peut être un truc. On a essayé, on a vu qu'il y a plein de personnages qui ouvrent de fou comme ça. Et c'est pour ça que Hit est broken, parce qu'il a le meilleur flash orange du jeu. Quoi, il court, il fait IX, je pense que c'est un Dragon Rush. Ok. Du coup, tu déchoppes et tu te fais ouvrir. D'accord. Et ça, c'est le 4. Excellent. Là, ça va loin. Ah oui, non. Mais justement, tu vois, c'est. En fait, vu que nous on était basé sur le neutral, on a dit qu'il faut qu'on trouve des moyens pour ouvrir les gens. C'est avec des persos qui n'ont pas de mix. Et techniquement, Hit n'a pas de mix parce que son low il est à 27 frames. 27 frames, c'est assez lent. Il y a un overhead, mais bon, tu peux à peu près le voir. Et sinon, c'était que du stagger, et c'était trop dur à ouvrir. C'était trop dur, même online. Parce que offline, je peux prendre la shop parce que la shop, c'est trop dur à ouvrir. Mais online, je peux voir la shop. Alors qu'avec ça, moi, je peux te douiller. Et du coup, t'as peur du personnage. D'accord. Tu vois, ça rajoute une couche à ce que moi je disais en plus. C'est ça. Parce que du coup, de base, tu te dis, je peux tout garder. Mais si tu sais que tu as une option qui te fait croire que c'est une autre option, mais c'est pas celle-là, et du coup, tu meurs. Et du coup, tu t'embrouilles. Parce que quand il fait un truc de base, tu penses que c'est pas ça, et du coup, tu deviens fou et tu te fais ouvrir. Et une ouverture, il pardonne pas. Si tu devais faire par rapport aux États-Unis, à l'Europe, enfin l'Europe ou la France, ouais, même l'Europe, ouais, et le Japon, tu devrais faire un top 10. Tu peux mettre n'importe quel joueur. Ouais. Quel serait ton top 10? Alors pour moi, actuellement, les deux meilleurs joueurs du monde, c'est Yasha et Wawa. D'accord. Genre, je mettrais Yasha. Pour moi, ils sont à égalité. Parce que même si Yasha gagne plus, mais la manière dont je perçois Wawa, et vu que c'est mon sparring, donc je le connais très bien, pour moi, ils sont vraiment sur un pied d'égalité. D'accord. Et pour moi, Yasha et Wawa sont les deux meilleurs joueurs du monde. Après, c'est là que ça c'est compliqué. Parce que derrière, il y a plein de gros joueurs très forts. Il y a Nitro, il y a Sonic Fox. Pour moi, Sonic Fox, il est toujours encore dans le coup. Sonic Fox, en fait, le problème, c'est que c'est tellement un génie qu'il a juste à prendre le jeu de 3 jours et il revient au niveau. Lui, c'est un sacré mind gamer. Ah, mais lui, c'est le plus grand mind gamer de l'histoire. Vraiment, c'est un schnapser. J'ai jamais vu, mais quelqu'un, même quand je regarde quand il joue sur MK, tu te dis, mais c'est pas possible qu'il ait fait ça. Tu te dis, c'est pas humain de penser à un truc pareil. De faire ce choix. C'est ça, c'est des choix qui n'ont aucun sens, mais lui, il le sait parce que c'est la seule personne que je connais qui arrive à lire la peur. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit, il m'avait expliqué ça. Je crois que c'était peut-être Alioun qui m'avait dit ça. Sonic Fox lit la peur. Il sait quand t'as peur, et là t'as perdu. Tu sais, quand regarde, au 12v12, j'ai perdu contre lui parce qu'il savait que j'avais la pression. Il savait qu'il y avait. J'attendais certains trucs et tout, et il a joué sur ça. Et c'est comme ça qu'il gagne. C'est parce qu'il lit ta peur. Sur Mortal Kombat, il fait des comebacks qui n'ont aucun sens. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Parce qu'il sait ce que tu as peur et il sait exactement ce que tu vas faire. Et il va te counter à ce moment-là. C'est drôle ça, parce qu'on disait aussi qu'il y a tu vois, dans Marvel, il y a le Wong Factor. C'est parce qu'il arrive à faire des combats, il ne faut jamais bet against Justin Wong. Mais il y a des gens comme Daigo, par exemple, qui utilisent ça. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est avec Alioun que j'ai eu la même discussion. Un soir comme ça, on sortait du boulot, parce qu'on était dans des entreprises voisines. On se croise, on a parlé à 3 heures, quoi. Daigo aussi souvent, il se met devant toi, il ne bouge pas. Il fait rien du tout. Et toi, tu commences à stresser. Tu te dis, il y a une technique derrière. Mais en fait, si je fais balayette, il prend. Juste qu'il sait qu'il est Daigo. Et il sait que toi, tu sais qu'il est Daigo. Voilà, tu vois ça joue. Et on disait, ça c'était avec Crimson, on disait, c'est sûr qu'il y a des tournois, s'il n'y avait pas tu savais pas contre qui tu jouais, les résultats seraient différents. Oui, ça c'est vrai. Mais tu sais que là, le facteur, c'est un gros nom. Alors moi, je me rends compte maintenant, parce que maintenant, je suis parti des tops. Et donc, je vois les gens quand ils jouent contre moi, même si je sais qui ont un niveau incroyable. Par exemple, un exemple sur qui ça arrive, ça Psychos, par exemple. Psychos, c'est très très fort, mais il se dit, c'est Wade. Vu que c'est Wade, il se met une pression supplémentaire qu'il n'a pas à se mettre. Et du coup, moi, je le sais, donc moi, je joue sur ça. Je dis, ok, je vais faire des trucs de fou. Et ça, tu vas péter les plombs parce que tu vas dire, mais c'est pas normal qu'il joue avec moi comme ça. Ok. Et ça, ce facteur-là, il est trop important, surtout quand tu es une renommée mondiale. C'est trop. C'est pour ça qu'il faut être sans peur, en fait. Faut être sans peur. Il va avoir peur de personne. C'est très dur à faire.
C'est là que tu vois qui sont les meilleurs joueurs du monde. Mais c'est pour ça que moi, honnêtement, mon modèle depuis très longtemps, ça a toujours été Sonic Fox. C'est que moi, mon objectif dans la vie, même si je veux pas être pareil que lui, on n'a pas les mêmes croyances, pas les mêmes ça, mais en termes de joueur de jeu de combat, c'est toujours été mon modèle parce que c'est de lui que j'ai découvert la compétition Mortal Kombat 9. Et j'ai dit, ah ouais, il est super fort. Et c'est à l'époque, quand j'ai continué à regarder, j'ai compris que c'était un génie. J'ai compris en regardant que c'était un génie. J'ai toujours essayé de devenir comme lui. C'est une sorte d'idole pour moi de base. Mais bon, vu que maintenant, j'ai atterri dans la cour des grands, pour moi, c'est juste un exemple. Tu vois. Exact. Je veux le fumer, hein, mais ça reste un exemple pour moi. Il est impressionnant, c'est pour ça que je disais, moi j'étais pas dans mon pronostic. Je disais, le retour, s'il y a Sonic Fox, ça va pas être la même chose. Ça va être différent, on savait. Non, mais de toute façon, nous on savait. Et le problème, c'est que la période avant le 12v12, c'était une période où on lâchait un peu tous le jeu. Genre. Moi, je jouais à Smash. Ah ouais. Je me tuais à Smash tous les jours. Il jouait pas trop. Il y a que Yasha qui vraiment il se tuait avec sa nouvelle team. Et en fait, notre problème, c'est qu'on savait. On s'est dit, ils tueront pas Yasha. Donc le problème, c'est qu'on est allé avec le facteur X. On sait qu'ils tueront pas Yasha. Il y a personne dans notre tête, personne pouvait tuer Yasha. Vraiment, il était trop fort. On s'est dit, personne ne tuera Yasha, donc nous on peut aller tranquille. Nous on jouait chill, on allait. On s'est quand même tué, mais on n'était pas préparé de fou comme le 5v5 le premier. Le premier, ça va tellement parler sur Twitter qu'on est dit, cette fois on va vraiment les exploser. Il y en a, ils vont pas respirer. Mais là on savait qu'il y avait le facteur Yasha. Le premier, il était limite, j'étais mal à l'aise. Non, le problème c'est que nous on savait. C'était assez sale. Le problème c'est que nous on savait. Nous on leur a déjà dit. On leur a dit, les gars, vous êtes forts. Mais il y a des choses qu'on a compris que vous n'avez pas compris. Non, c'était. Je pense qu'il y a eu un wake-up call après ce truc. Ils sont tous dit, surtout Nitro. Je pense qu'on l'a jamais tapé comme ça. Non, bah non. Tu vois, ou Ken God, je pense qu'on l'a jamais tapé comme ça. Tu vois, parce qu'il arrive à battre Sonic Fox de temps en temps, tu vois. Et donc il arrive là, il se dit, je pensais que j'étais au plus haut en battant Sonic Fox. En fait, non. Et c'est le problème des Américains, c'est que les Américains, ils sont trop dans le. Vu que l'Amérique c'est le meilleur pays du monde, c'est nous les meilleurs du monde. Et ils sont dans chaque jeu, c'est comme ça. Et là, dans Dragon Ball, on savait. On a dit, les gars, on est désolé, on sait que vous êtes bons. Mais regardez les tournois Europe et les tournois américains, on voit la différence. Et je vous assure que quand vous allez venir, si ça se fait, vous allez douiller. Et le problème, c'est qu'en Europe, on a trop de profils différents. On a trop de joueurs forts en fait. Et c'est pour ça que quand on a dit que 5v5, on a dit que vous avez de la chance. On n'était que 5. Vous aviez de la chance. Oui, ça, j'ai dit, vous avez de la chance. Parce qu'il manquait Noka, il manquait moi, il manquait Silverblade, il manquait Kasuga. Il y a déjà 4 tops qui manquent. Et les 4 tops jouent. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, tout le monde joue la même team. Tout le monde joue les mêmes persos. Et nous, on a tous un personnage exotique. Moi, je joue Hit. Silverblade joue Nappa. Kasuga joue C18 et Kefla. Noka, il joue Kid Buu. Tu vois, en fait, chaque personne a son profil différent en Europe. D'ailleurs, vous jouez pas beaucoup de Kid Buu. Non. C'est pas trop. C'est très méta aux États-Unis en plus. C'est parce que c'est les mix. Eux ils voient mix. C'est pour ça que Broly Z il est joué parce que il ouvre tout le temps. Et tu regardes bien aux États-Unis, si un personne n'a pas de mix, ils le joueront pas. Regarde, qui joue Végéto? Personne. Parce que même si ils ont compris que le personnage est broken, c'est pas dans leur style de jeu. Dans leur mentalité, ils ne peuvent pas jouer genre juste neutral. Celui qui le jouait, c'était Subatomic Saber. Il est très différent du gameplay américain d'ailleurs parce qu'il fait même pas trop de mix en vrai. Il se bat seulement. C'est beaucoup de scramble et de stagger. Mais tu vois, il avait des mix parce qu'il avait Assist Gotenks. Mais en fait, il jouait pas trop comme un américain. Et il a appris même la tech de la TP après la level 3, je crois qu'ils l'ont appris de vous. C'est de nous parce que les meilleurs végétaux étaient en France parce que c'est nous on a un peu créé la méta végétaux et on leur a dit. Les gars, c'est bien beau, vous avez Subatomic, mais Subatomic, il joue pas vrai végétaux. J'ai dit, quand vous allez venir en France, vous allez comprendre. Ils sont venus, au WCO, ils ont rien compris. Ils se sont dit, mais c'est quoi ce perso? Même 5-20, ça aurait été. C'était pas possible. Je pense que ce jour-là, il y avait un truc dans l'air, c'était pas possible. Mais non, mais on leur a dit, genre, je parlais avec Mamba, j'ai dit, regardez à quel point vous dormez. On vous dit que Gogeta 4 est top 5, vous nous dites qu'il est même pas top 10. J'ai dit, regardez, vous allez comprendre. Et avec Mamba, j'ai fait un pari. J'ai dit, c'est quoi Mamba? Je mets 100 balles sur la table. De mon côté, et toi, ton seul pari que tu as à faire, c'est que si dans le top 4, je dis dans le top 4, de 1, il y aura le seul américain qui est possible, c'est Nitro. Sinon, tout le reste, c'est que des Français. Et je t'ai dit, il y aura un minimum de Gogeta 4. Il m'a dit non, il n'y a aucun Gogeta 4 qui va perf au WCO parce que nous, on connaît le personnage et on sait que c'est pas un personnage ouf. J'ai dit, Mamba, je te laisse parler, t'es pas au courant, pas de problème, on va voir. Mais les 100 balles. Passé. Tous les Gogeta 4, ils les ont exterminés parce qu'ils comprennent pas le perso. Ils savaient pas. Il est explosif en plus. Ils savaient pas. D'accord. On leur a dit mais ils nous écoutent pas parce que c'est l'Europe. Et l'Europe on n'est pas vu comme les. Regarde, c'est comme sur Street. Quand ils vont jouer, ils voient Crimson, ils sont là. Ouais, il est fort, mais c'est un Européen, c'est un Français. Et après quand ils perdent au Red Bull Comité, ils ont le mort parce qu'ils se disent
comment on perd contre un Français. C'est clair. Tu vois alors qu'on a toujours été au très haut niveau dans tous les autres jeux. On a toujours été très haut niveau. En vrai, moi j'ai vu White Black démonter les gens sur Marvel vs Capcom 3, comme je l'ai dit la dernière fois. Et sur Street 4, attends, mais il rigolait, mais DBFZ, je pense actuellement, à part Soul Calibur bien sûr, parce que Soul Calibur c'est une unité, on était les plus forts au monde. Mais après, il n'y a pas autant de joueurs, tu vois. Mais je crois que DBFZ, le niveau que vous avez à DBFZ, dans un jeu de combat, on n'a jamais atteint ce niveau-là par rapport au monde. En France, non, jamais. Par contre, à Street 4, on n'a pas eu l'occasion. Mais je te jure qu'on était vraiment très fort. Cependant, à l'époque de Street 4, le Japon était vraiment trop... Oui, c'est ça. Ils étaient trop loin. Ça, le problème, donc tout le monde se disait, bon, c'est pas grave. Seulement, le problème, c'est qu'après, il y a eu entre guillemets, une culture de... Ça a été ancré dans notre tête que jeu de combat égale Japon. Ouais. Genre, s'il y a un japonais sur jeu de combat, il sera toujours plus fort que toi. Sauf que là, on l'a dit Dragon Ball, là, les frères, on a trouvé notre méta où ça va pas être pareil. Vous avez débloqué un peu cette mentalité, vous avez ouvert l'esprit des gens pour dire, voilà, nous aussi, on peut être les vainqueurs. C'est ça. Et le truc, c'est que la saison 2, personne jouait des grands parce qu'ils se faisaient fusil. Et fusil, c'était la mécanique de triche. Vu que les amis japonais ils jouaient que ça, nous, on pouvait pas jouer à notre potentiel. Regarde, moi, je jouais un gros. Il jouait un gros. En fait, tout le monde jouait un gros, mais on s'était obligé de l'enlever. Parce que sinon, on partait avec un désavantage dès le début de la game. Tu vois, c'était très grave. Et ce qui s'est passé, on a dit, les gars, un truc simple. Vous enlevez le fusil, on vous assure que le Japon, c'est terminé, on va les attraper. On l'avait call, on l'a dit, si vous enlevez le fusil, la France va briller. C'est ce qui s'est passé. Ils ont enlevé le fusil, ils ont enlevé le snapback. Voilà. C'est devenu neutral. La France a brillé. Nous, on l'avait déjà call, mais les gens ne nous écoutent pas parce que c'est l'Europe. Et c'est, entre guillemets, on a moins de poids. Et maintenant, ils ont peur. Maintenant, ils sur tous les jeux, même. Maintenant, ils voient. Sur Dragon Ball, on est pense actuellement les meilleurs du monde. Sur Soulka, on a un niveau qui n'a aucun sens. Soulka, c'est connu, sur Street, Crimson, il gagne le Red Bull Comité. Luffy, il fait très mal aussi. Luffy, il a gagné un Evo. Et Killzio, ça va venir. Killzio aussi, il est trop fort. Regarde. Quand il aura l'occasion de jouer, il va leur montrer, je pense. Mais est-ce que tu te rends compte quand même là que là, en 2 Red Bull Comité, les 2 gagnants, c'est 2 Européens. Il n'y a eu ni Américain ni Japonais. C'est très très grave quand même. Tu vois, c'est pour ça que les gens ils se réveillent sur l'Europe. Ils se disent ah ok, l'Europe c'est pas des boulangers en fait, c'est pas des mecs qui sont là juste qui font des baguettes et des œufs. Tu vois, c'est ça. Tu vois, ils se rendent compte que l'Europe on est effrayant. Tu vois. C'est comme sur Smash. Sur Smash c'est différent parce que Smash vraiment il y a un fossé entre le Mexique et les États-Unis. Rien qu'entre les deux pays là, même pas genre juste la région nord-américaine. Non mais genre en fait non, c'est que le pays le plus fort c'est le Mexique. Ça y a pas de débat. Les Mexicains ils sont tous trop forts, c'est abusé. Ah ouais. Ah oui non, le Mexique c'est en fait ils ont fait comme nous mais en pire. Ah oui d'accord. Genre eux ils sont venus, ils ont dit bah nous on est une académie, on a genre 5 joueurs. Ils vont rouler sur le monde. Mais ils sont mono-jeux aussi. Ils sont très mono-jeux. Ouais, c'est qu'un seul jeu. Ouais, il n'y a pas d'autres communes. Ils défoncent tout sur Smash, mais par contre, ça n'existe pas sur DB. Sur les autres jeux, aucun autre jeu. Non, on a déjà vu le niveau des Mexicains. C'est un peu comme le Pakistan et Tekken, ou certains pays d'Amérique latine. Mono-jeu, mais interstable sur leur jeu. C'est ça, bah là sur Smash, par exemple, MKLeo, qui est intuable depuis 4 ans, on ne trouve pas de solution. Il a dit, vous savez quoi, regardez, j'ai trouvé un petit prodige, il est pas mal, je vais l'entraîner, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est devenu? Spargo, top 2 mondial, voilà. Ah ouais, c'est un de ses disciples? Spargo, c'est son élève. Il l'a entraîné. Oui, de base, Spargo était bon. Il a dit, ok, toi t'es prometteur, en plus t'es mexicain, je vais t'entraîner. Il l'a entraîné, devenu top 2 mondial. Ah, ça c'est fort. En fait, c'est fort au point de créer un autre fort. En fait, c'est ça, c'est qu'il a une grosse science du jeu qu'il a réussi à donner son savoir, mais en restant le meilleur. Parce que même si Spargo, pour nous, c'est le seul qui peut le tuer, mais MKLeo, il revient toujours en mode ah petit, doucement. C'est moi le daron dans l'histoire. Et puis tu as le facteur dont on parlait, parce que c'est vrai que même Tokido, il a mis du temps avant de pouvoir battre Daigo. Il se faisait battre en FT10 alors qu'il fumait tout le monde. Mais il y a un truc entre lui et Daigo. Je pense qu'il y a le facteur qu'on disait, tu le vois comme le OG, du coup tu te mets une pression qui n'existe pas. C'est ça. Et même le dernier FT10 qu'ils avaient fait, enfin un des FT10 qu'ils avaient fait, Tokido il perd, il est en larmes. Tu vois, il dit, tout ce qu'il veut c'est battre Daigo, il s'en fout du monde même. Et Daigo lui dit non mais laisse tomber, tu te mets trop de pression, tu vois. Mais c'est ça. Et regarde, Spargo pareil, Spargo, il était à ça de tuer MKLeo. Mais il a eu une pression, il s'est dit je suis en train de gagner contre, entre guillemets, mon père. Tu vois, nous on dit que c'est son père, c'est lui qui l'a formé. Et MKLeo, il a profité de cette petite marge d'erreur pour tout reverse et tout comeback. MKLeo, il est trop effrayant. Il a l'expérience. Aussi l'expérience, tu vois. Mais ça, c'était ça qu'au Mexique, je trouve qu'ils sont trop forts. Parce que pour s'entraider entre eux, c'est trop. En France, c'est un peu pareil. Gluto, il domine l'Europe depuis 3 ans et demi. Mais il a entraîné Raflo. Raflo est devenu fort.
Il a commencé à le former un peu plus, etc. Maintenant, Raflo, il est devenu intestable. Maintenant, il est top 2 intestable. Maintenant, ça se bat entre lui et Siskoui en Europe pour avoir le top 2. Mais les deux seuls qui peuvent inquiéter Gluto, c'est lui et Siskoui. Et pourquoi Léon, il battra pas Gluto avant je sais pas combien de temps? Parce que c'est Gluto qui l'a formé, qui l'a mis dans Smash. Enfin, qui l'a formé dans Ultimate. En fait, Léon l'a formé dans Brawl. Mais dans Ultimate, Léon de base au début il jouait pas trop à Ultimate, il aime pas trop le jeu, il jouait à Dragon Ball et tout. C'est comme ça que je le connais d'ailleurs. Il s'est dit je vais mettre Ultimate. Gluto l'a entraîné, il est du top 2 France et tout. Mais il a toujours c'est Gluto. Gluto le connaît tellement par cœur qu'il peut pas le battre pour l'instant pour moi. T'es fait. C'est ça en fait. C'est ça. Et ça, c'est bien que vous fassiez ça dans votre communauté parce que tu m'as dit que vous étiez très proches, même au quotidien. C'est quelque chose que vous avez développé après avoir joué à DB ou vous vous connaissiez avant? Non, c'est Dragon Ball qui nous a tous réunis en fait. On se connaissait pas du tout. On se connaissait pas. Moi, avant Dragon Ball, je connaissais pas Wawa, tout ça. C'est juste qu'on s'est rencontrés. En fait, de base, on se connaissait online. On disait, ok, lui il est fort, lui il est fort, lui il est fort. On s'était jamais vraiment vu. Je peux pas te dire à quel event il y a eu un déclic. Et on s'est dit, en fait, c'est trop mes refs en fait. C'est trop méga sûr. Et du coup, on se voyait à chaque event et ça resserre les liens. On faisait des BNB ensemble, on allait manger ensemble, on traînait ensemble. À force de ça, on a créé des vrais liens vraiment forts. Dis-toi que pour moi, je les considère comme une deuxième famille. Hein. Ah, mais oui, non, mais vraiment. Non, mais là, Honnêtement, je pense que je les vois plus que ma propre mère. Genre je suis en vocal tous les. Vu que maintenant je vis tout seul, tu vois. Je suis en vocal tous les soirs là-bas. Finesse. Tous les soirs, je suis en vocal avec Wawa, où il y a Yasha qui vient, où il y a Kane, où il y a Noka, où il y a Gila. Je suis en vocal tous les soirs avec eux. Tu vois, sans faire le OG, ça me plaît ce que tu dis. Parce que je me rappelle à l'époque, comme je t'ai raconté, à l'époque Street 4, on jouait tous les soirs aussi. Et on était souvent en vocal de la vocal de Xbox, même pas de Discord, il n'y avait pas de matos de ouf. Donc tous sur le vocal de Xbox. En plus, souvent tu sautais, tu allais rentrer dans une autre room. Et par exemple, Easyman, c'est quelqu'un avec qui je jouais avec lui et ses deux autres frères. J'ai la rotation comme ça. Ah ouais. T'imagines, on peut se prendre genre de 20h à 5h, tu vois. Moi j'ai raté une fac aussi à cause de Street 4. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer. Ah ouais, non, mais par contre, les jeux, ça prend tellement de temps. C'est là que je me rends compte que là, j'ai pris une année sabbatique pour Dragon Ball. Pour le coup, ça a payé. Mais quand je vois les heures de jeu, en vrai, c'est effrayant. Parce que dire à quelqu'un que je peux commencer sur mon ordinateur à 19h et sortir de mon ordi à 9h du matin, les gens peuvent se dire que je suis un malade mental. Mais en fait, le problème, c'est que tu vois pas le temps passer. T'es là, tu rigoles, tu tapes des barres, tu regardes un film avec eux, puis après le film, on coupe, on va jouer. Après, quand t'as fini de jouer, tu fais un autre truc. En fait, ça, c'est que tu vois pas le temps passer. Au final, tu kiffes ta vie et voilà. D'accord. On n'a pas fini le top 10. Donc, on a dit, il y a Wawa, Yasha. Pour moi, Sonic Fox, il joue. Troisième, Sonic Fox, il joue troisième. Puis sur mon Nitro, parce que Nitro, il a une. Tu le mets quatrième? Enfin, pour moi, il est pas plus fort que nous, mais là, on va dire que pour moi, il y a Wawa Yasha. Wawa Yasha, Sonic Fox. Garanti. Ouais. Et après, il y a une liste en fait. Il n'y a pas d'ordre. Après les 7, il n'y a plus d'ordre. Donc dans les 7, je mettrais Fenrichi. Ok. Quand même. Ouais, Fenrichi, il est toujours très très fort. Goichi, il est plus dedans pour le coup. Ah oui, il joue plus, donc il peut plus être dedans. C'est comme Tachikawa, il était trop fort, mais maintenant il joue plus. Goichi. Kazunoko non plus. Kazunoko, tu vois, les Japonais, ils jouent plus trop au jeu en fait. C'est ça le problème. Pour moi, il n'y a que Fenrichi qui est effrayant maintenant. Après, le problème, c'est que le reste, c'est en Europe. Le reste, après, il y a Nitro. Hook, voilà, Nitro Hook aux États-Unis. Fenrichi Nitro Hook. Même après, pas Legendary Pred ou je sais pas. Non. C'est une tiers. Non, ils sont forts, mais c'est un B plus A tiers. Genre, ils sont forts, mais ils sont pas à notre niveau, pour l'instant, de mon avis. J'ai joué contre eux et j'ai vu que quand tu t'en télécharges un, c'est terminé. Ah, ok. C'est fini. Et après, là, il reste genre 4 spots. Et le problème, les 4 spots sont trop durs à départager en Europe. En Europe, on est trop à être trop fort. Il y a Shanks, il y a Obi Assassin, il y a moi, il y a Noka, il y a Gila. Un peu en dessous de vous quand même. C'est parce qu'il joue plus et que sa team est devenue un peu moins forte. Mais à l'époque, c'est lui qui a fait mon voir hit aux gens. Oui, c'est ça. T'as découvert hit. Ça, pour tout le monde, c'est le meilleur hit. Mais vu qu'il joue plus, techniquement, en fait, il joue très carré avec le personnage, mais pour moi, j'abuse beaucoup plus du personnage. Je fais beaucoup plus de trucs qui font chier les gens. C'est un meilleur hit que toi, mais t'es plus fort avec hit que lui. Ça, pour moi, je vois ça comme ça. Pour moi, je m'en fiche du. Avant, j'étais trop dans le oui, je veux être le meilleur hit du monde. Je m'en fous du meilleur titre. Tant que je te bats, je m'en fous. Ok. Je m'en fiche en fait. Et du coup, par exemple, il y a plein de gens à chaque fois. Ce qui est drôle, c'est que ils jouent contre Obi et ils sont là. Ça marche pas contre toi. Ça marche pas contre moi parce que je joue contre Wade. Exact. Tu vois, et moi, ça me fait plaisir de voir que les gens se font pas ouvrir parce qu'ils sont habitués à jouer contre moi, tu vois. Et moi, c'est pareil, parce que par exemple, ça c'est un problème en vrai. Regarde, maintenant qu'on joue contre un adulte Cohen, je dors, je le regarde,
je suis là, bah vas-y, fais tes trucs, ça va rien me faire parce que je suis habitué à jouer au Kotowa. C'est lui, qui a créé le perso, littéralement. Donc je suis habitué à jouer contre lui tout le temps. Si tu penses que c'est toi, Jogan, qui va me faire un truc, c'est que. Non, tu vois, faut arrêter. Tu vois. Et ça, c'est bien, mais pas trop. Parce que quand t'es trop confiant, bah, tu peux te faire ouvrir bêtement. Mais ça m'est déjà arrivé plein de fois. Ah oui, ça m'est arrivé plein de fois. Je vais te poser 2 dernières questions et puis après, je pense qu'on va devoir te ramener. Ah ouais, parce que après, moi, je vais partir. Et par rapport à l'e-sport, le côté carrière, est-ce que tu as dû revoir une approche marketing? Parce que souvent, ça manque à certains joueurs qui n'ont pas forcément le courage de parler, de communiquer, de faire des petits discours, de se vendre, des choses comme ça. C'est assez difficile quand tu n'as pas forcément confiance en toi. C'est comme un artiste. Tu peux être très fort dans l'art, mais pas être fort dans le commerce. Alors que derrière, quand tu parles de carrière d'e-sport, parce que je pense que tu veux faire carrière, et pas forcément même te limiter à DB, tu veux devenir un compétiteur, un athlète e-sportif. Est-ce que tu as dû apprendre ces facettes-là, et si oui, comment? En fait, moi le problème c'est que j'ai beaucoup de facilité à l'oral, entre guillemets. Genre j'ai beaucoup de tchatch naturel. Le drip. En fait, ça m'aide en vrai. Tu vois, faire le show sur la scène, taper des barres, crier avec les gens. Pour moi, c'est pas un problème, ça me fait rigoler, tu vois. Et du coup, ça m'aide. C'est-à-dire que quand je fais des tweets où je dis un peu n'importe quoi, etc., les gens aiment bien en fait. Les gens aiment beaucoup ma personnalité. Genre j'ai remarqué ça dans les sports, c'est ça qui m'a beaucoup aidé à me faire connaître, c'est ma personnalité. Et bah ça m'a aidé, mais le problème c'est qu'il y a des choses que te vendre, faut apprendre. Ça sort pas de nulle part, tu vois. T'es obligé d'apprendre certaines notions à savoir. Donc t'auras quand même des études à faire, on va dire. Apprendre à communiquer, à faire des meilleurs tweets, à faire ça, à faire ci, faire ça. Tu vois, ça s'apprend avec le temps. Mais en vrai, je suis pas posé un jour et me dire ouais, faut que j'apprenne ça, tu vois. Ça se fait beaucoup avec le temps, avec l'expérience. J'ai beaucoup plus d'expérience maintenant que ça fait 3 ans que je suis dans l'e-sport. Tu vois, maintenant, Project L, le jeu va arriver. J'aurais pas de problème, tu vois. Je saurais déjà par où commencer, comment faire, communiquer, ça. D'ailleurs, dans le classement que j'avais fait des joueurs, parce que je parlais il y avait des différentes facettes, et il y a une facette importante, c'est le marketable, le gars qui est facile à marketer. Et c'est vrai que Flashto t'a mis dans le marketable suite des PFZ. Il m'a mis dans le marketable, mais ça, il y en a beaucoup qui mettent. Par exemple, je parlais avec Alex de chez BMS, et il me disait que il aimait bien mon profil parce que j'étais très marketable en fait. Parce que je suis bon, je fais des résultats, je communique beaucoup, et je parle avec tout le monde et je m'entends avec tout le monde en fait dans la communauté. Tu vois, regarde, par exemple, moi je fais toujours le lien entre la commu Smash et DB. Genre, je vais à leurs events alors que je joue même pas. Je vais juste les regarder parce que c'est mes potes, tu vois. Du coup, je vais juste les soutenir un peu. Et ce qui est marrant, c'est que le commu DB Smash, chacun aime bien le jeu de l'autre. Smash, il y a beaucoup de gens qui aiment bien DB et beaucoup de joueurs DB qui aiment bien Smash. Du coup, tu vois, on fait le lien, etc. Et t'apprends à traîner avec plein de gens. Genre là, je connais plein de gens de différents jeux parce que je m'entends avec un peu tout le monde. En tout cas, moi je suis content et avoir pu discuter pour voir l'autre facette. C'est très impressionnant comment tu vois la commu, comment tu vois la discipline, tu vois l'e-sport et comment tu évolues. Moi, je vais suivre ça de près. Je suis agréablement surpris, tu vois. Parce que je voyais que de loin, je savais pas trop, je regardais en match, tu vois, mais je connais pas les personnalités derrière. Et moi, j'aime bien, je fais la transition maintenant, c'est plus les personnalités qu'il y a derrière, le côté business, le côté marketing, le côté communication. Et j'aime bien parce que tu as une belle, un bon mix de tous ces éléments-là. Et ça, c'est beau à voir, quoi. T'en as beaucoup qui sont surpris quand ils viennent me parler parce que il y en a plein, ils voient par exemple en event, je suis là à rigoler à grande gorge ouverte, à vanner les gens, à taper des barres, à aller se danser sur la scène. Et ils se disent qu'en fait, j'ai peut-être un côté un peu genre trop sûr de moi, un peu limite arrogant. Et du coup, ça intimide plein de gens. Et il y en a plein qui viennent pas me parler. Et moi, je leur dis, les gars, venez. Et des fois, ils viennent pas, ils ont un peu peur. Et un autre event, ils vont venir me voir, ils vont discuter avec moi, ils vont dire, en fait, t'es pas du tout comme je m'étais mis dans la tête. Il y a plein de gens qui, quand ils parlent avec moi, ils se rendent compte que je suis quelqu'un de normal. Tu vois. On peut genre discuter, je peux rester en vocal 2 heures avec toi pour t'apprendre un truc, ça me dérange pas du tout, tu vois. Et c'est ça qui fait la différence entre pour moi, le joueur et la personnalité. D'accord. Si tu dois faire ton OG et donner un conseil, ce serait quoi? En vrai, abandonnez jamais. Et laissez jamais quelqu'un vous dire oui, c'est pas pour toi, le fais pas. Si t'as un rêve, t'as un objectif, vas-y, fonce et n'ayez pas peur de vous tromper. Ça, c'est le pire truc, ça. Moi, j'avais juste une dernière question aussi, parce qu'on parle beaucoup de la situation actuelle. On est arrivé sur la fin de Dragon Ball FighterZ. Est-ce que tu appréhendes ton futur à la transition d'un nouveau jeu? Oui. Projet L, ouais. En fait, de base, moi, je voulais transiter sur Smash. Ouais. Parce que j'aime vraiment trop ce jeu, j'aime bien comment ça se joue, mais honnêtement, c'était soit j'arrête DB là maintenant, je mets sur Smash vraiment pendant 1 an et je commence à devenir top. Parce que en fait, j'apprends très vite, donc j'aurais pu avoir un bon niveau et devenir top rapidement. Mais DB continue à vivre, j'aime vraiment trop ce jeu, donc je pourrais pas le lâcher. Et Project L, on va ressembler beaucoup à Dragon Ball parce que ce sera un animé fighter entre guillemets, avec des assists. Et vu qu'il aura une portée mondiale avec Riot, etc., j'ai dit moi je continue à faire vivre Dragon Ball. T'as pas peur entre guillemets qu'il flop? Non. Riot,
Même un flop de Riot, ça reste un truc de fou en fait. C'est ça le problème, c'est qu'ils sauront se rattraper. Ils se renseignent beaucoup sur la communauté. Et ceux qui font le jeu, c'est les mecs qui ont créé l'Evo. Aussi. Ouais, c'est le bon filon. Les deux frères en fait qui ont créé l'Evo. Ils les ont engagés. Ils ont pris leur prototype du jeu pour les engager sur Project L. Donc c'est pour ça que j'ai pas peur, parce que c'est eux qui font le rollback. Donc on aura une connexion de fou furieux. On aura un rollback inédit. Project L, il y aura une connexion qui aura que sur Project L. D'accord. Par exemple, il y aura des matchs où ça lag parce que ta connexion est mauvaise, mais il n'y a que toi qui lag. Moi je lag pas. Ah oui. C'est ça, ils l'ont expliqué. Et ça, il n'y a que eux pour faire ça, tu vois. D'accord. Toutes les étapes où ils discutaient, il y avait des jumeaux là qui Ouais, bah c'est les jumeaux là, c'est les deux là. Expliquer un peu comment le jeu évolue. Il est facile d'accès et dur à maîtriser. C'est ça. Bon, c'est la tendance actuellement et franchement, elle était bien placée pour entrer dedans. Ah oui, non, moi on est dans l'axe Project L. Comme je dis à Kawa, je dis, on a dit ça vulgairement, mais on l'a dit, si on n'est pas top monde sur Project L, on est des salopes, tu vois. C'est ce qu'on s'est dit. Oui. On s'est dit ça. On s'est dit, on va sur Project L et on va pour tuer tout le monde. On prend les paris. Ouais. Non, moi j'ai dit, moi j'ai parlé avec tout le monde, avec Abou et tout, j'ai dit continue à parler. Avec Abou, s'il a parlé avec Abou. Moi j'avais Abou, il me dit non t'inquiète, là on sera pas top. J'ai dit Abou, écoute-moi bien, je serai top Europe sur Project L. Ok, si c'est pas le cas, c'est toi qui paye le prochain resto sur Paris. Pas de soucis. Full. Pas de problème. Ah là, je prends entrée, dessert, Et redessert, prends tout entrée. ce que tu veux, ton plat, 100 € si tu veux, des homards comme tu veux. Voilà. Pas de problème. Mais moi j'ai dit, je serai top sur Project L. D'accord. Alright. Bah, vous l'avez entendu, futur top player sur Projet L qui est déjà dans les top players sur DBFZ et qui a remporté la Max LAN sur DBFZ cette fois-ci. Et je sais pas si tu as ta coupe avec toi. Elle est là-bas du coup. Elle est là-bas, elle est dans le coffre-fort. Donc merci à toi pour cette interview. Merci à vous, c'était vraiment pas mal. Allez, comme d'hab, vous étiez sur IZOODW Podcast en direct de la Max LAN avec JQQ, JWQ, JQ Square et bien sûr Wade. Wadé. Ciao, ciao. Ciao.